radioactive animée par le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône. Nous sommes un collectif d'hommes et de femmes indépendants de tout parti politique ou réseau institutionnalisé. La demi-heure radioactive a lieu les 2e et 4e mardis du mois, en direct, à 14h, et a pour but de vous donner les autres informations sur l'industrie nucléaire, celles que l'on ne vous donne pas sur les médias traditionnels. Considérant que nous sommes tous des cobayes de cette industrie et que nous sommes tous les victimes potentielles des catastrophes à venir, nous pensons qu'il est de notre devoir impératif de nous informer, de nous indigner et d'agir. Aujourd'hui, pour animer l'émission, Étienne. Bonjour, Isabelle. Bonjour, et Rémi à la technique. Le 27 décembre dernier, Roger Belbéoc, physicien antinucléaire, nous a quittés à l'âge de 83 ans. Ses écrits, sa lutte, ainsi que ceux de son épouse Béla Belbéoc, nous ont guidés, nous ont inspirés et nous les en remercions. Roger Belbéoc n'aimait pas les caméras. Le groupe Groix, qu'il avait interviewé en 2006, explique que Roger connaissait bien les méthodes de travail des journalistes, la manière dont ils sélectionnent les mots qu'ils cherchent. Nous devons à ce groupe, intitulé Groupe de recherche ouverte et d'initiatives multiples, d'avoir pu enregistrer Roger Belbéoc en 2006. Nous tenions à vous en livrer un extrait dans lequel Roger Belbéoc évoque à la fois comment on nous initie psychologiquement à gérer le désastre nucléaire, mais aussi le rôle des médias et le non-dit par rapport aux multiples accidents qui sont le quotidien de l'industrie nucléaire. On l'écoute. Et tous ces corps intermédiaires vont gueuler en disant « oui, on ne nous dit pas la vérité » de manière à se déculpabiliser, alors que c'est eux qui sont coupables de l'ignorance des populations. Par exemple, si on prend l'exemple récent de l'accident japonais, on s'aperçoit que un tuyau, son épaisseur est passé de 5 à 6 mm à peu près 1 mm en quelques années, qu'il n'y a eu aucun contrôle, etc. Si on prend le phénomène, on va changer le bout de tuyau, terminé, on repart. Alors qu'en réalité, ce qu'il faut bien voir dans cet accident, c'est que c'est peut-être pas forcément les 4 morts qui sont importants, mais le fait que tout le nucléaire japonais a été géré sans contrôle sérieux. Et que normalement, pour qu'un tuyau perde de l'épaisseur comme ça en 10 ans, il a fallu quand même, on aurait pu s'en apercevoir avant. Donc ça veut dire c'est que toute la gestion est mal foutue. À Paluel, il y a un agent technique qui était très mécontent parce qu'il n'avait pas été augmenté depuis un certain temps, il était compétent, etc. Apparemment, il était mal vu de ses chefs. Donc il s'amène un jour un peu éméché dans la salle de contrôle et comme sur les boutons, etc. Donc il déclenche un arrêt d'urgence, enfin ses copains le ceinture pour le neutraliser. Il y a eu un arrêt d'urgence, mais un arrêt d'urgence, ça peut déraper. Hein. Donc oui, c'est pas innocent. Là, il ne s'est rien passé. Alors assez curieusement, le type, il a été licencié évidemment, il s'est fait virer, mais assez curieusement, il n'a pas été poursuivi en justice, parce que normalement, il aurait dû être poursuivi en justice. Et on apprend par la bande, on a recevoir des petites choses comme ça, que finalement, le type avait eu une indemnité importante de licenciement. C'est assez curieux pour le dire comme ça, et qu'il avait acheté une librairie à Caen. Donc, là on signale ça à un journaliste. C'est simple, c'est-à-dire tu prends le train, il débarque à Caen, il n'y a pas une foule de librairies à Caen, on va pouvoir retrouver le type assez facilement, etc. Quelques jours après, il me téléphone, il dit non, Jean-Yves me téléphone, non, j'ai téléphoné à EDF, tout est normal. Autrement dit, il n'y a pas d'enquête locale. Et il y a des tas d'anomalies comme ça que les... Alors, parfois ça s'est fait autrefois, mais c'est très rare. C'est très rare. Il y a eu des incidents comme ça, enfin
il y a eu une fissuration intricastale, il y a longtemps, ça, une vingtaine d'années. Et ça s'était su par des gens de l'entreprise qui avaient alerté les journalistes. Et ça avait été publié, donc il y avait une enquête qui avait été faite officielle, etc. Mais bon, là encore, il y a pas mal d'incidents qui se produisent où il y a des anomalies notoires. Et il n'y a pas de... Les types les journalistes se contentent de retranscrire dans le style du journal, que ce soit Le Monde, Libération, le Figaro, le François, le Parisien, ils retranscrivent les communiqués officiels dans le style du journal. C'est que le style qui change. L'information, la plupart du temps, on l'obtient, mais il n'y a pas la mise en perspective. C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas de quoi il s'agit. Et je me souviens d'un vieux truc, c'était pour le réacteur de Chooz. Les autorités de sûreté refusent le redémarrage du réacteur, demandent à l'exploitant de faire la preuve que les fissures de la cuve ne vont pas s'aggraver. Bon, l'information passe, mais bon, ça ne dit rien aux gens, alors que effectivement, s'il y a une fissure qui s'aggrave et qui traverse la paroi de la cuve, à ce moment-là, c'est vraiment un désastre. Autrement dit, il y a des incohérences que les gens ne voient pas, parce que s'il y a une petite fissure, bon, c'est pas bien grave, mais on ne voit pas pourquoi les autorités de sûreté réagissent comme ça d'un seul coup. Il faut peut-être préciser, là, quand il parle de l'accident au Japon, il ne s'agit pas de Fukushima. Hein. Oui, parce que l'entretien a été pris en 2006, donc effectivement, c'était avant Fukushima. Mais les accidents au Japon, il y en a eu énormément. Donc, oui. vous pourrez... oui. Puis il dit quand même que tout le nucléaire japonais a été géré sans contrôle sérieux avant Fukushima. Oui. Parce qu'on pourrait... Voilà. Vous pourrez retrouver l'entretien complet sur le site groix.revolution.com. C'est pas Révolublog. L'entretien a été un peu tronqué, on y reviendra une prochaine fois. Parmi les écrits de Roger Belbéoc à lire et à relire, Tchernoblouz, de la servitude volontaire à la nécessité de la servitude, paru à l'Esprit frappeur en 2001. Je voulais vous en lire 2 extraits. Le premier. La transparence nucléaire qu'on nous déballe n'est qu'un leurre. Faut-il se réjouir de voir certaines informations que nous connaissions depuis longtemps atteindre le grand public par les médias, jusqu'à présent quasiment totalement verrouillées? Ce n'est pas évident. De nombreux experts ont travaillé sur ce problème de la transparence, psychologues, sociologues, écologues, communicants, etc., dont la préoccupation consiste à résoudre le dilemme « Comment rendre le nucléaire acceptable ?» Et un deuxième extrait. La situation à l'intérieur de l'establishment nucléaire n'est pas simple. On sent manifestement un conflit entre ceux qui misent sur la censure intégrale, et bien sûr le système autoritaire qui va avec, et ceux, truands ou naïfs, qui espèrent tranquilliser l'opinion par des révélations prouvant leur honnêteté. Dans les centrales nucléaires où la situation sociale est de plus en plus tendue, le coût du kilowattheure est prépondérant, les chefs mettent au placard ceux qui osent parler et menacent les autres au nom du principe du secret industriel. Au même moment, les autorités de sûreté insistent sur la transparence et adjurent des opposants antinucléaires à collaborer avec eux. Ces conflits sont particulièrement inquiétants car ils sous-tendent des situations de catastrophe dont personne ne sait très bien comment on pourrait les gérer, car en fait, elles sont socialement ingérables. À méditer. Deuxième livre écrit par Roger et Béla Belbéoc, Sortir du nucléaire, c'est possible, avant la catastrophe. Même éditeur, L'Esprit frappeur, en 1998. Vous allez voir que tout ce qui est écrit est parfaitement d'actualité. Un premier extrait. L'inquiétude de la population vis-à-vis du nucléaire est présentée généralement comme étant tout à fait irrationnelle.
Il est vrai que les gens inquiets ne pourraient pas préciser d'une façon scientifique pourquoi ils le sont. Mais ce n'est pas pour autant que leur attitude est irrationnelle et sans fondement. Un énorme effort médiatique est fait pour culpabiliser la population inquiète. Et le message sous-jacent est toujours « Si vous êtes inquiet de l'énergie nucléaire, c'est que vous êtes stupide, incompétent ». Il est urgent de déculpabiliser la population. Son inquiétude est parfaitement rationnelle. Et il est facile de montrer que les experts radieux, eux, sont en pleine irrationalité quand ils nient toute possibilité d'accident ou qu'ils affirment que ces accidents n'auraient aucune conséquence. Leurs affirmations relèvent d'une pure subjectivité quand elles ne sont pas tout simplement pour eux une source de revenus. Prendre en charge l'inquiétude de la population et la rationaliser est une nécessité urgente si l'on veut que le nucléaire s'introduise dans les discours de ceux qui aspirent à des postes politiques et surtout ne servent pas de support à une perversion populiste, pour ne pas dire fasciste, particulièrement menaçante en France depuis un certain temps. Et enfin, l'adoption d'une sortie différée, en douceur, sur 25 ans, permet de concilier une attitude apparemment antinucléaire avec des forces pro-nucléaires, afin d'aboutir à des alliances électorales dont le seul but est d'assurer des élus et non une stratégie antinucléaire. Suivez mon regard. Je tiens à préciser, parce que je ne sais pas si tu l'as bien dit dans la présentation, mais que tous deux sont physiciens. Roger Belbéoc a travaillé dans un laboratoire universitaire de recherche et Béla Belbéoc a travaillé au commissariat à l'énergie atomique. Donc ils savent de quoi ils parlent. Absolument. Tous les textes de Roger Belbéoc sont disponibles sur le site internet Dissident Media. Un peu dans la même veine, il y a 15 jours, le jour même de la disparition de Roger Belbéoc, dans cette émission ici, nous parlions de la façon dont les pouvoirs publics, le lobby nucléaire et l'industrie nucléaire nous habituent à l'idée qu'il serait possible de vivre en territoire contaminé, avec la mise en place des programmes comme le CODIRPA en France, qui étudie tous les aspects de la survie, entre guillemets, après une catastrophe. Je donne au hasard les groupes de travail qui portent sur la vie dans les territoires ruraux, l'évaluation des conséquences radiologiques, le suivi sanitaire des populations, les indemnisations, la gestion des déchets, l'eau, l'organisation des pouvoirs publics, etc. En fait, on se rend compte qu'on assiste à une sorte d'acharnement schizophrénique de la part des autorités à nous expliquer que la catastrophe est possible, à la fois qu'on peut protéger la population de ses effets, à la fois que le niveau de sûreté est suffisant, et à la fois qu'on peut l'améliorer. Oui. Dans la panoplie, on trouve les simulations d'accidents. On a d'ailleurs une simulation d'accident qui est prévue à Cadarache mardi prochain, le 17 janvier. Simulation d'un séisme. La population n'est pas invitée, n'est pas conviée à la simulation d'accident. Tout se fera à l'intérieur des bureaux où on invitera les journalistes à venir voir comment tout marche très très bien. Dans la panoplie, les fameux retours d'expérience, c'est-à-dire tout ce jargon qu'on utilise, qui est censé expliquer qu'on trouverait les enseignements de la catastrophe et comme ça on pourrait s'en prémunir. Oui, c'est les fameuses phrases que plus nos centrales vieillissent, plus elles sont sûres, et qu'à chaque catastrophe, on risque de moins en moins rien. Voilà, on améliore. Voilà. C'est de mieux en mieux. Et puis, tout le jargon, effectivement, de la transparence, très très bien décrit par Roger Belbéoc. Alors, dans le même ordre d'idées, après Fukushima, le Premier ministre François Fillon a demandé à l'autorité de sûreté nucléaire, donc le gendarme du nucléaire français, qui n'est pas du tout une autorité indépendante, comme on le répète à chaque fois, puisqu'ils dépendent directement de l'État. Donc le Premier ministre a demandé à l'autorité de sûreté nucléaire de faire procéder à un audit. Alors on peut dire un de plus, parce que déjà les centrales nucléaires de plus de 30 ans
c'est-à-dire une bonne vingtaine des réacteurs nucléaires, des réacteurs, pas des centrales, ont droit à une visite décennale. Là, les dernières ont eu lieu à Tricastin, où on vous explique que globalement, toutes les centrales EDF sont sûres, mais que quand même, on va aller vérifier. C'est-à-dire qu'on vous laisse partir en vacances avec une voiture d'une certaine marque en disant de toute façon, elles sont toutes sûres, mais on n'a pas vérifié les freins. C'est à peu près ça. Donc, on procède après Fukushima à un audit. C'est les fameux stress tests. Tout est stress test maintenant. Et la semaine dernière, 500 pages de conclusions étaient disponibles. Alors, il faut savoir que ça ne porte pas sur toutes les installations nucléaires de base, mais sur des installations nucléaires de base prioritaires. On peut s'interroger pourquoi elles sont prioritaires. Ouais. Donc, ce rapport de 500 pages, Étienne, il est rassurant, ce rapport ? Mais tout à fait. Tout va très bien, Madame la Marquise. Tous les réacteurs peuvent continuer de fonctionner. Il faut juste investir quelques 10 000 millions d'euros supplémentaires. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand les révisions de ma voiture coûtent plus cher que le prix d'achat, je ne trouve pas ça assez satisfaisant, pour reprendre les mots de André-Claude Lacoste, le PDG de l'ASN. Nous ne sommes pas payés pour être enthousiastes, précise-t-il. Et dans notre bourse, assez satisfaisant est une appréciation positive. Waouh! Attendez. Primo, d'autres sont payés pour être enthousiastes? Qui ça? L'IRSN, le CEA? Je ne sais pas, dites-le nous, monsieur Lacoste. Deuxio, et ça c'est le top. En matière de sécurité nucléaire, assez satisfaisant, c'est positif. Et c'est dit comme ça, tranquillement, sûr de lui. Vous vous imaginez? On parle quand même du truc le plus dangereux que l'homme a créé de toute l'histoire de l'humanité. Et on est content que l'état de sûreté de ces installations soit assez satisfaisant. Genre, ouais, c'est bon, ça va. Je n'invente rien. C'est quoi leurs normes? Leur enquête a porté sur 3 points. 1. La sécurité face aux phénomènes naturels. 2. Le comportement des installations en situation extrême, c'est-à-dire panne d'électricité ou du système de refroidissement. Et 3. La gestion de la crise. Notez qu'il a fallu un Fukushima avant que l'État se pose ce genre de questions. Notez aussi que si ces études avaient été faites à Fukushima avant la catastrophe, la réponse aurait bien sûr été « tout va très bien ». Cette enquête est principalement une étude, par des experts, du rapport fourni par les exploitants eux-mêmes, ainsi que 38 inspections ciblées, comme ils disent. Enfin, eux, ils disent avoir fait des examens approfondis sur environ 150 installations en France. Ça fait plus sérieux. Et tout ça débouche sur la merveilleuse conclusion que, je cite, « l'ASN considère que les installations examinées présentent un niveau de sûreté suffisant pour qu'elles ne demandent pas l'arrêt immédiat d'aucune d'entre elles. Dans le même temps, l'ASN considère que la poursuite de leur exploitation nécessite d'augmenter, dans les meilleurs délais, au-delà des marges de sécurité dont elles disposent déjà, leur robustesse face à des situations extrêmes. » J'adore. L'ASN ne demande pas l'arrêt des installations en l'état, mais ne les autorise de continuer que sous réserve qu'elles renforcent leur niveau de sécurité et leur robustesse dans les meilleurs délais. Genre, ça roule encore, mais c'est pourri, il faut réparer ça quand même. Hein. Sinon quoi? L'ASN répète qu'elle va imposer, c'est leur mot, aux exploitants toutes sortes de dispositions. Mais imposer comment? Elle a rendu son rapport au Premier ministre, qui va, ou pas, légiférer. Après, elle a le pouvoir, comme il est dit dans le rapport, de mettre en demeure l'exploitant de respecter la loi. Comment? En envoyant une lettre commandée, j'imagine. À qui? Eh bien, sans doute à son propre commanditaire, le ministre de l'Industrie. Une affaire de famille, quoi. Voilà, c'est ce qu'on appelle les gendarmes du nucléaire. C'est comme l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui a tenté en septembre dernier d'établir une autorité supranationale en matière de sûreté des centrales nucléaires. Résultat des courses, cette sûreté reste la prérogative des gouvernements. Et la IEA encourage fortement les pays d'accueillir de façon volontaire leurs experts. Eh ben, mon vieux, si tous les gendarmes étaient comme ça. Certes, les statuts même de l'Agence internationale de l'énergie atomique prévoient
qu'elle est chargée de promouvoir l'énergie atomique. Eh oui, tout s'explique. Pour en revenir à l'ASN, j'ai commencé de parcourir ces 520 pages du rapport en question, disponible sur Internet, sur le site de l'ASN, si vous voulez. Courageux, c'est très courageux. C'est relativement pas trop difficile à lire, juste un peu long, mais voilà. Et je dois être parano, sans doute, parce que quand je vois les notes consécutives aux inspections, j'ai froid dans le dos. Tenez, en vrac. À Bugey, les valeurs de débit du Rhône sont établies au jugé. Au doigt mouillé ? Au doigt mouillé, je ne sais pas. Oh, il est haut le Rhône aujourd'hui. Sur certains sites, notamment Belleville, Cruas, Paluel, Saint-Laurent, je cite, « Les procédures d'alerte sont susceptibles de générer des confusions et donc une prise de décision erronée ou tardive. » Rassurant. C'est dommage. Ouais. À Tricastin, la révision de tout le matériel de pompage se fait à l'extérieur, le même jour, et le site n'a alors plus aucun moyen de pompage en cas d'inondation. Ah oui. Ça serait pas de chance. À Flamanville, la maintenance de la digue ne prévoit qu'un contrôle visuel, sans visite sous-marine, alors qu'elle s'affaisse de manière significative, disent-ils. C'est du genre, tu vois quelque chose, toi ? Non, c'est bon, ça marche. À Cattenom, il y a des infiltrations d'eau dans le réservoir de fioul des groupes électrogènes. Ouais. Et à propos des tremblements de terre, je cite, « Compte tenu des lacunes constatées, l'ASN prescrira à EDF d'étudier les possibilités de mise en place d'un dispositif d'arrêt d'urgence. » Tu peux répéter ça, s'il te plaît ? Oui. J'ai pas bien compris. Compte tenu des lacunes constatées, D'accord. à propos sur toutes les centrales, hein, Ouais. l'ASN prescrira, éventuellement, quand ils auront le temps, à EDF d'étudier les possibilités de mise en place d'un dispositif d'arrêt d'urgence. Ah, les possibilités. Les possibilités. Ah oui. Ben oui, je suis comme toi. Ça n'existe pas déjà, cette histoire. C'est dingue. Et d'une façon générale, après un séisme, il n'est pas pris en compte l'état potentiel des voies de communication internes pour acheminer les secours. Je répète que tout ça, c'est dans le rapport. Ce n'est pas nous autres antinucléaires qui dénonçons ça. C'est la SN eux-mêmes qui disent que tout va bien, mais que je te parlais Madame la Marquise, mais il y a parlais que de quelques schizophrénie. petits soucis. Ouais. J'ai pas fini. Il n'est pas non plus pris en compte qu'un séisme puisse provoquer un incendie ou des explosions. Le séisme, c'est censé être juste un séisme. Hein. Ça, on le savait déjà avant Fukushima. Il n'était pas envisageable qu'il y ait deux catastrophes cumulées, genre tremblement de terre et inondation. Voilà, l'état de sûreté assez satisfaisant de nos centrales atomiques. Je n'invente rien. Allez, gageons que les milliards seront bel et bien prélevés sur nos impôts. Les actions d'Areva sont au plus bas. Peut-être même que Sarkozy va fermer Fessenheim, qui n'en peut plus, juste avant les élections, histoire de nous dire « je vous ai compris ». Tout va très bien, madame la marquise. Oui, oui. J'ai noté dans les choses du style les meilleurs délais. On ne sait pas ce que c'est les meilleurs délais. Oui. L'autocontrôle, ça c'est quand même très intéressant parce que ce sont les exploitants eux-mêmes qui procèdent à leur contrôle. Donc il serait quand même, à moins qu'ils soient complètement maso, d'expliquer qu'ils sont mauvais depuis des années. Qui procèdent à leur contrôle, je pense qu'en fait ils rendent un rapport sur l'état théorique de ce qu'ils devraient faire. On n'est même pas sûr qu'ils le fassent. Oui, voilà. Puisque chaque fois qu'ils ont enquêté sur place, ils ont trouvé des tas de dysfonctionnements. Absolument. Le fait que 150 installations nucléaires de base aient été sélectionnées comme prioritaires, mais pourquoi prioritaires ? Sur quels critères on se base pour dire que c'est prioritaire ? Parce que c'est vieux, parce qu'on a quand même un peu la trouille, parce qu'on sait que déjà qu'elles sont bien pourries, enfin voilà. J'ai noté aussi, oui, alors dans la petite note, là, l'avis qui résume l'avis de l'autorité de sûreté nucléaire, quand même, le point numéro 1, c'est l'autorité de sûreté nucléaire qui le dit. La catastrophe survenue à la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi confirme que malgré les précautions prises pour la conception, la construction et le fonctionnement des installations nucléaires, un accident ne peut jamais être exclu. Bah oui, ils auraient du mal à dire le contraire quand même. Ah ben, c'est ça bien même s'ils le disent. Enfin, bon. Alors, tu parlais de
Ouais, on a un exemple tout à côté de chez nous, là, à Cadarache, qui faisait partie d'une des installations nucléaires de base prioritaire. Je vous donne... alors, c'est l'ATPU, c'est l'atelier de plutonium où ils fabriquaient des pastilles de MOX. Donc, en 2009, on avait retrouvé 39 kilos de plutonium qu'ils avaient perdu, égaré. Donc, je vous donne rapidement la conclusion. L'ATPU ne conserverait pas sa stabilité en cas de SMHV. Ça, c'est séisme, défini dans la RFS 2001-01, je ne sais pas ce que c'est. Donc, il n'est donc pas possible pour l'exploitant de garantir la tenue au séisme considéré actuellement sur le site de Cadarache. L'effet falaise, c'est-à-dire la succession d'accidents, consécutifs à un séisme, serait, suite à une perte de confinement, une dissémination de matières radioactives dans l'environnement, supérieure à celle quantifiée dans le plan urgence interne, engendrant potentiellement, j'adore toujours les potentiels, une pollution de la nappe phréatique au niveau de l'installation. On est en train de parler de pollution de nappe phréatique au plutonium. Oui. Voilà. Donc ça, c'est sont létales. Voilà. Donc ça, c'est la conclusion des 60 pages de rapport sur l'ATPU. Alors, toi, tu nous as parlé de sûreté, mais oui. Monsieur Guéant nous parle de sécurité, parce que suite à l'intrusion des militants de Greenpeace dans les centrales... Oui, il ne s'agirait pas que ça se reproduise. Il ne faudrait quand même pas que ça se reproduise. Donc, on profite un petit peu de l'occasion pour nous expliquer que Monsieur Guéant a annoncé la signature d'un protocole d'action commun entre la Direction générale de la gendarmerie et EDF pour renforcer le dispositif de sécurité dans ces centrales. Les pelotons spécialisés de protection de la gendarmerie, unité qui assure depuis 2009 la sécurité des centrales, vont être renforcés. Les gendarmes vont disposer d'un matériel plus adapté, a poursuivi le ministre, évoquant également le renforcement de la défense passive de protection des installations. Caméras de surveillance, alertes, etc. Monsieur Guéant n'a pas mentionné que les gendarmes seraient dotés de taser, mais interrogé à ce sujet, un responsable de la gendarmerie a confirmé à l'AFP cette dotation à venir. Source AFP. Oui, il y a des gendarmes qui surveillent les centrales au charbon, voire les éoliennes, non, pareil. Ça n'existe pas, c'est bizarre. Encore une particularité. Il nous reste... c'est la prochaine fois, on vous parle de Fukushima, promis. On refait un point sur ce qui se passe, les dégâts sanitaires, la soi-disant... apparemment, les problèmes seraient réglés, les réacteurs seraient revenus à leur niveau, à froid, enfin tout va bien, mais on reparlera ça la prochaine fois, dans 15 jours. Oui, on continue dans la série. Donc, je voulais vous signaler... Alors, les rendez-vous. Le 14 janvier, donc, c'est-à-dire samedi prochain, à Avignon, il y a une journée sur Fukushima, avec l'après-midi en particulier des visioconférences en direct du Japon. Vous pourrez retrouver le programme sur le blog http://avignonmonamour.wordpress.com. À signaler quand même des conférences organisées par la SFEN, Société française pour l'énergie nucléaire, c'est-à-dire qui font la promotion de l'énergie nucléaire. Et ces conférences, avec des mots aussi évocateurs que les énergies du futur, l'éolien, miracle, Warnak, les énergies renouvelables, les accidents nucléaires, Fukushima un an après. Ces conférences, on les propose à des élèves dans des collèges et des lycées. Voilà, vous avez le programme de ces conférences sur le site de la SFEN. Je n'ai pas envie de faire de la promotion pour ce site, mais si vous avez envie d'aller voir si vos enfants sont soumis à la propagande dès le plus jeune âge, voilà. On a écrit en particulier à un des proviseurs d'un collège à Aix-en-Provence qui n'a évidemment pas daigné nous répondre et ne nous prend même pas au téléphone, donc il doit se sentir pas très à l'aise. Ça me fait penser à tout le pognon que donne EDF à Sciences et Vie Junior pour promouvoir le nucléaire auprès des enfants. Il faut bien faire de la propagande dès le plus jeune âge. Notre prochaine émission, c'est dans 15 jours.
On sera le... Voilà, dans Voilà. 15 jours. C'est dans 15 jours, mardi. Merci à tous. Merci Rémi. Et voilà, dans 15 jours. Au revoir. Au revoir.